Vous vous rappelez de Deadly Spawn? Ouais, ce truc-là. Quand j'avais parlé de la bestiole, j'avais dit que pour moi c'était une teub avec des dents. Alors, dans l'idée, ce genre de phrase, c'est plus un espèce d'effet comique qui marche dans 90% des cas. C'est un peu comme l'épée. En général, quand on dit « Oh, ça ressemble à une teub », ça fait rire les gens. Mais en ce qui concerne la bestiole qu'on va voir aujourd'hui, là, il n'y a pas d'effet comique. On va vraiment être en présence d'une teub avec des dents. Metamorphosis dit Alien Factor, parfois aussi appelé Alien Factor tout court ou alors Deadly Spawn 2 Metamorphosis, et qu'il faut pas confondre avec 2 ou 3 autres films qui s'appellent Metamorphosis mais qui parlent pas de la même chose, est un film de science-fiction et d'horreur états-unien sorti le 5 novembre 1990, réalisé par Glenn Tagjakian, un touche-à-tout qui a joué, scénarisé, réalisé et même géré les effets spéciaux de petits films, à l'exception des Muppets de 2011. Et il a bossé sur The Deadly Spawn en tant que producteur assistant et membre de l'équipe des effets spéciaux. Ça va avoir sa petite importance un peu plus tard, vous verrez pourquoi. Tout commence dans les locaux de la compagnie Talos. Le gardien de nuit est prévenu par le système de sécurité qu'il y a un problème dans le laboratoire 4. Signal d'alerte pour anomalie. Labo génétique 4, 9e niveau, secteur jaune numéro 11. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Le mec se rend sur place et se fait alpaguer par un scientifique en très mauvais état et attaqué par quelque chose dans le noir. Quelques instants plus tard, le docteur Nancy Kane et le docteur Vialini, le directeur du bâtiment, découvrent l'étendue des dégâts. Le pauvre bougre qui est mort pendant le service a 2 filles. Et pendant qu'il sert d'en-cas à Dieu sait quoi, sa fille aînée, Chérie, fait des galipettes avec son petit copain Brian dans le salon. Pas de chance pour eux, la cadette, Kim, rentre à la maison à ce moment-là. Monte dans ta chambre tout de suite et reste-y. Demain tu as école, mademoiselle. École? Et elle a quel âge, 8 ans? Comme elle a fait mention de leur mère morte, Chérie est un peu triste, mais Brian ne perd pas le nord. Mais bon, elle a pas la tête à ça. Le lendemain, chez Talos, Vialini et Nancy font appel à 2 mecs pour retrouver l'élément perturbateur. Jean-Marie Bigard et Luke Cage. Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. Ils sont appelés à la rescousse et histoire que tout le monde sache ce à quoi ils ont affaire, y compris le spectateur, Nancy raconte tout depuis le début qui est arrivé avant le début du film qu'on a vu au début. Simple. Talos s'est vu confier un échantillon défini par le gouvernement comme extraterrestre. Ils l'ont étudié sous toutes ses coutures et l'ont même inoculé à des animaux. C'est censé être quoi comme bestiole de base? J'en ai aucune idée. Alors ça, je dirais que c'est un chiotte, ça c'est une grenouille bourrée, et ça c'est un des rats du Muppet Show. Bref, Nancy et Michael s'aiment comme des fous. Malheureusement, c'est leur bisouille qui va causer sa perte. Histoire d'éviter la propagation d'agents pathogènes dans son corps, il demande à Nancy de lui verser de l'acide sulfurique sur la blessure. Alors, moi je mets de la bétadine. Après, chacun son truc, hein. Mais rien ne peut empêcher les gènes extraterrestres d'investir son corps. Et malheureusement, il va subir une mutation monstrueuse. Pour tenter de le soigner, Nancy fait appel à Elliot Stein. Et sa réaction face à la cause de la mutation est clairement celle de n'importe quelle personne sensée. Sur des cellules qui proviennent d'une autre planète. Stein propose de l'emmener à l'hôpital. Mais Vialini lui propose d'étudier ça sur place. En même temps, il est contaminé par des cellules extraterrestres. Vaut mieux pas aller dans un hôpital et répandre tout le truc. Donc, pendant plusieurs jours, il s'occupe de lui. Et plus le temps passe, plus son corps change. D'abord, il se momifie, ensuite il tire des boules dentées par un orifice, je sais pas lequel d'ailleurs, qui se libère elle-même d'un venin. Du coup, l'autre, il en prend plein la gueule, mais il meurt pas, alors que pourtant c'est acide. Bon bref, on s'en fout. Et puis d'un coup, le père Elliot trouve un moyen de le soigner avec un robot qui, je pense, est le père du ramasseur d'œufs dans Jurassic Park, et qui s'avère être un mini-accélérateur de particules. Ok. Non, mais je voyais ça vachement plus gros, moi, un accélérateur de particules. Bon, après, on réduit tout de nos jours, même si là, ça se passe en 90, mais je veux dire, les cartes mémoire, avant, c'était des disquettes grandes comme ça, vous savez, avec le comme ça, là. Et maintenant, c'est des mini SD qui font cette taille-là, je veux dire. On peut tout réduire. Il a bombardé un morceau de tissu de Michael avec un rayon d'électrons à une longueur d'onde particulière, ce qui détruit les cellules aliens et laisse le tissu d'origine intact. Donc il y a moyen de virer les cellules aliens de son corps,
mais c'est dangereux. La quantité d'énergie nécessaire pour stopper et inverser le processus ferait frire Michael. Cependant, il y a une solution. Utiliser un cyclotron nommé Agnus, qui aura la puissance nécessaire pour virer les cellules étrangères du corps de Michael. Et comme par hasard, le jour où le cyclotron est prêt, la mutation de Michael atteint son stade final. Et c'est là qu'on comprend que son corps est devenu un réceptacle pour quelque chose d'autre. On dirait le croisement entre une girafe et une plante piranha de Mario Bros. La bestiole tue Elliot et le gardien de nuit du début, et maintenant que la boucle est bouclée, on peut reprendre l'histoire au présent. Comme son père n'est pas rentré à la maison, Sherry se pointe chez Talos et interroge Viliani devant Nancy. Et le mec a un aplomb pas possible. Mon père est absent depuis hier soir. Je n'ai pas eu de ses nouvelles et je suis très inquiète. D'après notre registre, votre père n'a pas travaillé hier soir. Et après lui avoir menti, il la fout dehors. Mais ça lui plaît pas comme réponse. Surtout qu'en rentrant chez elle, elle écoute le répondeur et entend son père lui dire qu'il est bien allé au travail mais qu'il a oublié son badge. Alors le soir venu, pendant que Bigard et Luke Cage arpentent les couloirs à la recherche d'on ne sait quoi, elle revient avec Brian. Ils se font passer pour des scientifiques du labo et entrent avec le badge de son père. Et surprise, Kim s'est glissée à l'intérieur de leur voiture. Et elle aussi, elle entre dans le bâtiment, mais d'une autre manière. Le petit couple fonce dans le bureau du patron et fouille son ordinateur. Et les preuves sont là. Le père de Sherry était au boulot la veille. Manque de peau pour eux, le duo de choc leur tombe dessus. Et là, c'est la bagarre. Bande de salauds! Sherry s'enfuit du bureau, poursuivi par Bigard, qui tombe sur une Kim effrayée par les restes d'un chien mutant que Luke Cage a défoncé un peu plus tôt à coups de Uzi. C'est un chien, t'es sûr? C'est pas le rat mutant plutôt? Écoute, c'est moche tout pareil, mais ça fait pas le même bruit, alors dans le doute... Tu es sûr qu'il est mort? Et au détour d'un couloir, il tombe sur... Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non mais tu vois pas la gueule de l'engin sans rire? Que ce soit sur cette planète ou sur une autre, un machin comme ça peut pas survivre. Hein. Bref, Jean-Marie se fait choper et Kim tombe sur Nancy, à qui elle raconte tout ce qu'elle a vu. Ensuite, c'est Luke Cage qui se fait choper par la bestiole alors qu'il se foutait sur la gueule avec Brian et Sherry. D'ailleurs, Brian va lui aussi se faire attaquer par la bestiole. Et au final, les deux frangines se retrouvent dans une salle du labo, sauf que la bestiole les a suivis. Sherry essaie de la cramer à l'acide, mais ça marche toujours pas. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de parler de ça. En fait, la bestiole attrape ses proies avec des tentacules à griffes. Bon, c'est aussi con que le reste, mais c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Donc, elles vont peut-être mourir, mais en fait, non. Parce que Viliani et un gars de la sécurité arrivent. J'ai jamais vu un mec tirer de cette manière. À ce compte-là, prends les balles et puis... Et en plus, ça sert à rien. Donc le mec de la sécu se barre en voyant le tableau, le méchant patron se fait tuer, et les deux sœurs sortent grâce à Nancy qui va malheureusement finir en cassoulet pour extraterrestre. Et là, qui sort de nulle part alors qu'on croyait mort? Jean-Marie Bigard. Il promeut les deux nénettes assistantes de fortune pour finir la mission de base. Mettre en route le positron, je sais pas quoi là, et griller la bestiole. Mais il faut le trouver le positron, mes baloches. Le secteur bleu est ici. Viens, Kim. Et le temps qu'elle trouve et paramètre la machine, Bigard retient la bestiole comme il peut. Il y en a pas un seul qui s'est tiré correctement dans ce film, c'est pas possible. Il a fait quoi là? Il a cherché à abattre le mur? Bon, au final, tout le monde se retrouve devant la porte d'accès au cycloétron, là, je sais pas quoi, mais personne n'a le laissé passer à 38. Heureusement, Sherry est une experte en informatique, du coup, elle traficote le panneau de contrôle et ouvre la porte au bon moment. En quoi être experte en informatique, ça permet de... J'en sais rien et je m'en tamponne. Donc Sherry paramètre le super merdier atomique, là, mais faut attirer la bestiole au centre de l'appareil, donc c'est Jean-Marie qui s'y colle. Dès que j'ai attiré cette chose sous la grille, vous envoyez le jeu. Alors, juste pour info, c'est moi qui ai rajouté le tir. Mais franchement, avec son flingue, il me rassure pas. Hein. Le mec, il te parle, il te le colle sous le nez, comme ça. Il faut faire attention, ça peut partir. Hein. Il y a un vrai problème avec les flingues dans ce film. Hein. Et l'opération fonctionne à merveille, puisque Michael est de retour. Sauf que il se transforme tout d'un coup en Jack Nicholson, et redevient finalement la monstruosité qu'il était. Et on dirait même qu'il est plus grand qu'avant. Cette fois, Sherry paramètre l'appareil n'importe comment, bloque la tête de l'autre espèce de monstruosité au sol et balance toute la purée. Ce qui annihile la créature. Les filles retrouvent Brian qui finalement s'en est sorti, et elles s'en vont de ce labo infernal où...
c'était la grenouille mutante? Bah, je crois, ouais. Ça grandit vite, hein. Bah, Métamorphosis, je me souviens l'avoir vu il y a très longtemps. Et maintenant que je le revois, je me dis que j'aurais mieux fait de m'en tenir à mes souvenirs. Ce qui est intéressant, c'est que ce film devait initialement être la suite de Deadly Spawn, et il devait s'appeler Deadly Spawn 2. Le lien devait se faire via les tissus extraterrestres étudiés dans le labo. En gros, ils appartiennent à ce bestiau-là qu'on voit à la fin de Deadly Spawn. Dans l'histoire, il s'est fait tuer par l'armée, et histoire de savoir ce que c'est, ils ont fait des prélèvements et les ont envoyés à Talos. Et dans la mesure où un des designs envisagés pour la créature ressemblait à ça, le lien avec Deadly Spawn était vraiment établi. Mais étant donné que le budget de Métamorphosis était bien supérieur, alors il n'y a pas de source fiable, mais il est souvent fait mention d'1 million de dollars, ce qui est pas vilain, les producteurs ont dit que ce serait vraiment dommage qu'on lie un film avec un budget plus conséquent à une bouse faite avec 2 balles. Ça veut dire quand même que les mecs espéraient que le film soit estimé et bien reçu. Ah, tu vas espérer un moment, hein. Parce que concrètement, la différence qu'il y a entre ce film et un lavement, c'est que le lavement, à la fin, t'es soulagé. Là, avec Métamorphosis, non, pas vraiment. T'as plutôt un nœud au cerveau et en plus, ça part pas. Dans l'idée, il n'y a pas grand-chose à sauver dans ce film. L'histoire, en soi, elle est pas si mauvaise. Le mec a muté à cause des gènes extraterrestres, pourquoi pas. Mais le traitement est immonde. C'est une longue suite de couloirs où des gens stupides se font boulotter par une bestiole immonde. La plupart du temps, les mecs qui sont calmes et sereins alors qu'il y a un mutant qui se promène en liberté. Les décisions des personnages sont stupides, les plans sont plats et monotones, la bestiole est raide comme un coup de trick. Non, pas la bonne image du coup. Elle bouge quasiment pas, il y a que le cou et la tête qui se balancent comme une grolle au bout d'un bâton. Franchement, comment tu vas avoir peur d'une merde pareille? Et puis, sérieux. Tiens, j'incline un peu l'image, comme ça, voilà. C'est une tub, on va pas me la faire à l'envers. Parce que autant dans Deadly Spawn, c'était un petit peu abusé de dire que la bestiole ressemblait à une tub avec des dents. Autant là, dans Métamorphosis, c'est indubitable. Encore un mauvais choix de mots. Merde. Si, remarque, elle bouge un petit peu plus quand elle est en stop motion. Ça, pour le coup, c'est pas mal. Mais dans l'ensemble, c'est affreux. Hein. D'ailleurs, je piche pas l'intérêt de cette petite partie de la mâchoire qui se lève. Manifestement, le réal trouve ça vachement bien, donc il le filme sous tous les angles, mais je vois pas l'intérêt. Les sous-intrigues sont foireuses et pas intéressantes, on a des plans qui s'arrêtent pas au bon moment, le montage manque de rythme. Et vous vous rendez compte que ce film date de 1990 ? À l'image, on lui donnerait 10 ans de plus. Le film est en qualité HD, hein, on dirait une VHS. Alors par contre, je vais quand même pas mentir sur le fait qu'au niveau des prothèses et des transformations, c'est quand même relativement bien fait. Le film met même assez mal à l'aise sur certaines scènes. Alors avant de parler du casting, ce qui va d'ailleurs être très sommaire, il faut que je vous parle d'un truc. Quand je me renseigne sur le casting d'un film, je vais toujours sur Internet Movie Database. Et ce qu'il y a, c'est que quand vous allez sur la fiche d'un film, vous voyez la liste de tous les acteurs qui ont joué dedans. Et c'est présenté comme ça. Là, il y a les acteurs. Et là, le film le plus connu dans lequel ils ont joué. Et son classement dans le Star Meter. Alors, me demandez pas comment ça marche, le Star Meter, hein, je suis pas allé jusque-là. En ce moment, dans le top 10, il y a Adam Sandler, Sydney Sweeney, Margaret Qualley, bref. C'est les gens dont on parle le plus en ce moment. Donc, quand vous êtes dans les 100 premiers, vous êtes partout, et dans toutes les conversations. Quand vous passez au-dessus de 1000, vous commencez déjà à être un peu effacé du paysage, mais de temps en temps, on pense à vous. Quand vous êtes au-delà de 10 000, vous êtes un inconnu, et quand vous passez le million, il n'y a plus que la poussière qui vous tient compagnie. Et bah voilà le classement des acteurs et actrices qui ont joué dans Métamorphosis. Alors je doute pas que certains ou certaines d'entre vous vont me mettre en commentaire « Ah mais t'as oublié de parler de lui, il a joué dans ça. Ah mais elle a joué dans ça, pourquoi tu l'as pas dit ?» Mais concrètement, j'ai regardé à peu près 75% du casting, on va dire le casting principal. La plupart des rôles dans lesquels ils ont joué n'ont même pas été crédités au générique des films. Ça veut dire que c'est quasiment transparent ce qu'ils ont fait. Et le peu de rôles qui ont été crédités, c'est dans des films un peu perdus dans le temps, ou alors dans des séries de niche. Par exemple, quand on voit que Diane Flaherty a joué dans Toxic Avengers, on se dit tiens, ça fait un film un peu connu quand même. Et quand on va sur l'affiche du film, faut descendre au moins 1 mètre de liste pour la trouver. Bon, pas de temps à perdre avec ça, il y a des gens qui ont joué dedans, c'est déjà ça. Bon, Métamorphosis, c'est une épreuve, d'accord ? Ça aurait pu être sympa, mais c'est hyper mal traité. Et je sais que c'est un peu redondant, mais sans déconner, 20 minutes de moins, ça se tente. Hein. Je sais que 1h30, c'est plus ou moins le format télévision, le format cassette, voilà, c'était un standard. Mais il y a un moment, ça commence à se voir que vous rallongez la sauce, quoi. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de sauce,
Le film de la semaine prochaine n'était pas vraiment destiné à faire de grosses recettes, mais contre toute attente, il a eu beaucoup de succès. À tel point que ça a été la pierre angulaire d'une saga qui compte 6 films. Depuis la création des Monstres de l'été, vous me le demandez ce film. Ben, vous allez la voir la semaine prochaine. Et ce sera le film de cette saison. Fixez tous vos meubles au plancher, parce qu'il va y avoir du vent.